La dernière fois sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo FAQ et il y a une question en particulier qui m'a fait vraiment réfléchir. Est-ce que, en 2025, le Japon est devenu hostile aux créateurs de contenu et aux étrangers? Je me suis dit que j'avais envie de lui dédier une vidéo entière. Je vais être totalement honnête avec vous, moi en ce moment, j'en peux plus du contenu que je vois sur le Japon, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube Short. Ça fait des années qu'on voit des gens faire des vidéos sur tout et n'importe quoi ici, genre même une feuille là, comme ça peut être du contenu. Tout ce qui se passe au Japon, c'est mieux qu'ailleurs. Bon, j'avoue que moi aussi, je suis assez coupable quand même parce que, petite anecdote, j'ai toujours été comme ça depuis mes 12 ans. Enfin, depuis que je m'intéresse au Japon, j'ai tanné ma famille avec ça à chaque fois. Je leur disais, vous avez vu, bah au Japon, on fait comme ça. Au Japon, c'est mieux parce qu'on fait comme ci et comme ça. Et les Japonais et blabla et machin, ils sont mieux, machin. J'ai toujours été comme ça aussi. Donc, je comprends très bien cette hype de vouloir dire à quel point le Japon c'est différent et de vouloir partager ça avec tout le monde. Franchement, je comprends trop. Mais moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que ça peut être du contenu assez positif comme ça, mais ça peut être aussi négatif. Par exemple, les Japonais détestent les étrangers. Pourquoi les Japonais ne veulent plus de touristes en 2025? Vous voyez ce genre de choses. Très souvent, on généralise extrêmement fort. Et on vous explique une soi-disant vérité totalement sortie de son contexte, comme ça, en 10 secondes. Ça commence un petit peu à me fatiguer. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi dans cette vidéo, mais avant ça, il faut que je vous raconte encore une anecdote qui m'est arrivée très récemment, le jour où une Karen japonaise m'a arrêtée. J'étais partie en tournage avec Mitsu ce jour-là. On était allé dans un très beau jardin japonais qui se trouve à Tachikawa. C'est le Showa Kinen Park. Il y a vraiment de quoi faire de jolis plans là-bas. J'étais trop contente d'avoir trouvé un bon spot et tout. Je m'installe, je lance ma caméra, je parle pendant une vingtaine de minutes, voilà, ça ne pose aucun problème à personne. Tout le monde fait sa vie autour, il n'y a pas de souci. Mitsu est à quelques dizaines de mètres de moi, lui aussi il tourne sa vidéo. Et là d'un coup, vous avez une mamie qui arrive et qui me dit « Non !» Non. Du coup, je lui demande en japonais, qu'est-ce qui se passe, madame? Et elle me répond, ici c'est un jardin japonais, on n'a pas le droit d'utiliser de trépied, vous n'avez pas le droit de filmer. Sauf que bien évidemment, moi j'avais fait mes petites recherches avant pour savoir si c'était ok ou pas de filmer dans cet endroit-là. Parce que franchement, quand on commence à filmer et qu'on vous dit, en fait, ici vous n'avez pas le droit de filmer, c'est chiant parce que ça fait perdre du temps, faut trouver un nouvel endroit, etc. Donc je fais très attention à ça. Et je savais que dans cet endroit-là en particulier, j'avais le droit de filmer. Du coup, j'ai tout de suite compris que c'était juste une Karen qui était énervée que je filme à cet endroit-là, pour aucune raison. Du coup, je lui ai expliqué, je lui ai dit, ok, j'ai bientôt terminé, vous inquiétez pas, après je remballe tout. Et elle est partie, elle a pas insisté. Par contre, Mitsu, elle est allée le voir juste avant moi et elle l'a forcé à ranger tout son matos et tout. Bon, lui aussi, il a rallumé sa caméra juste après, mais voilà quoi, quand même. Alors que la dame ne travaillait pas dans le parc, c'était juste une visiteuse comme tout le monde en fait. Bon, ensuite, elle a pris son chemin, elle est partie et nous, on a pu continuer à tourner notre vidéo pendant toute la journée sans avoir aucun souci. Mais voilà, ce genre de petit incident, ça arrive de plus en plus. Pas au point qu'on m'arrache ma caméra, au point de me faire agresser ou insulter ou quoi que ce soit, mais quand même, on sent qu'il y a un petit changement d'ambiance en ce moment. Du coup, c'est légitime de se poser la question, est-ce que le Japon est devenu hostile aux créateurs de contenu en ce moment, ou aux étrangers même, ou est-ce qu'on se fait surtout monter la tête par les réseaux sociaux? Parce que les contenus qui disent que les Japonais n'aiment pas les étrangers, les Japonais aimeraient bien rester seuls sur leur île sans personne, il y en a beaucoup quand même. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les Japonais sont racistes, que les Japonais détestent les étrangers, qui sont xénophobes au mieux. Enfin, vous voyez tout ce genre de discours, on le retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc moi aujourd'hui je me pose la question, est-ce que c'est réellement ça? On va essayer d'y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, Evenko. Evenko, c'est une marque de culottes menstruelles française. Et les culottes menstruelles, ça remplace les serviettes ou les tampons. Vous n'avez pas besoin d'autres protections, pas de fuite, pas d'odeur, et ça pendant 12 heures, c'est révolutionnaire. Moi je trouve que l'avantage avec Evenko, c'est l'efficacité et la finesse de leurs culottes. C'est-à-dire que quand vous la portez, on ne la voit pas du tout sous les vêtements et pourtant elle est hyper efficace, genre elle absorbe vraiment bien. Non mais vraiment on reste au sec, c'est hyper confortable, on se sent fraîche toute la journée. On n'a pas, vous savez, ce sentiment d'humidité qu'on peut avoir parfois quand on a une serviette. Ça, avec les culottes Evenko, ça n'existe pas, donc c'est trop bien. En plus, elles sont fabriquées avec du coton bio, donc c'est hyper doux au porter, vous n'avez pas d'irritation avec. Vous pouvez les utiliser même pendant la nuit. Moi franchement, ça a sauvé mon matelas à plusieurs reprises. Je mets ce shorty là la nuit et franchement il est trop bien, hyper confortable. Et quand vous avez des règles abondantes, et ben ça sauve la vie. Et alors tenez-vous bien parce que en ce moment avec le Black Friday, vous avez moins 70% sur les culottes directement sur le site. Et c'est pas fini. Avec mon code Fanny, vous aurez 2 culottes offertes. Pour profiter de cette offre, c'est hyper simple. Il suffit d'ajouter un produit à votre panier, ensuite d'ajouter le pack de 2 culottes menstruelles et une fois les deux ajoutés, le pack sera automatiquement offert à ce moment-là. C'est la plus grosse offre que vous avez de l'année en ce moment chez Evenko. Je sais que les quantités sont limitées. Donc vraiment, si ça vous intéresse, c'est le moment ou jamais. Voilà
Voilà, n'hésitez pas à passer par mon lien qui est en description, sinon vous avez également le QR code ici, vous pourrez accéder directement à l'offre. Merci à vous, ça m'aide énormément pour continuer à produire des vidéos comme celle-ci. Et je remercie également encore une fois Evenko de sponsoriser la chaîne. Et nous, sur ce, eh bien, on continue la vidéo. Bon, pour que tout soit clair dans notre tête, je vais rappeler qu'il y a 3 groupes qui sont importants dans cette histoire. Déjà, il y a les Japonais qui vivent ici, qui ont leur vie de tous les jours ici, qui prennent le train, qui ont leurs enfants à l'école, qui travaillent, etc. Qui sont nés ici, enfin qui ont leur vie d'humain ici, quoi, tout simplement. Ensuite, il y a les étrangers. Donc dans les étrangers, je compte les personnes qui vivent ici au Japon depuis plusieurs années, qui sont vraiment installées ici. Il y a aussi les créateurs de contenu comme moi qui vivent de ce métier-là. Et vous avez les touristes qui sont là de passage, qui viennent quelques jours, à plusieurs semaines, à plusieurs mois même, et qui forcément vont aussi créer du contenu de leur côté, que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube, qui vont même faire parfois des vlogs, donc des vidéos un petit peu plus longues. Bref, donc ça, c'est les étrangers. En troisième position, il y a vous, mesdames et messieurs, les spectateurs. Donc les gens qui vont consommer du contenu sur le Japon, qui rêvent de venir ici un jour, peut-être même qui rêvent d'y habiter et qui veulent savoir toutes les informations nécessaires à ça. Mais dans les spectateurs, il faut aussi compter les Japonais qui voient ce genre de contenu-là et bon, bah les étrangers comme moi aussi qui voient ça. Et donc voilà, en fait, tout ce petit monde se regarde à travers un écran avec des extraits de 10 secondes, souvent des titres qui sont bien dramatiques. Et malheureusement, c'est comme ça que naissent des idées comme les Japonais détestent les étrangers. Je pense que d'abord, c'est important de connaître un petit peu comment fonctionnent les réseaux sociaux. Généralement, tout ce qui est contenu dramatique, ça marche mieux. Donc une vidéo ici où ça va mal se passer entre un japonais et un étranger, par exemple s'il y a une bagarre, s'il y a une altercation, peu importe, elle va fonctionner de fou, ça va buzzer de fou. Les contenus qui suscitent le plus d'engagement, c'est toujours ceux où on va retrouver de la peur, de la colère, de l'indignation. Vous voyez, ce genre de sentiments négatifs qu'on peut ressentir, ce sera toujours le contenu qui va le plus fonctionner. Et ça, malheureusement, c'est la faute aux algorithmes et on peut rien y faire. Et donc c'est comme ça qu'on a l'impression que le Japon est saturé d'images hyper négatives, genre des touristes qui font n'importe quoi, des Japonais qui vont insulter des touristes. C'est hyper rare, genre ça n'arrive pas ça dans la vraie vie. C'est vraiment un incident isolé qui est montré des millions et des millions de fois. Mais ça représente pas du tout la réalité de ce qui se passe ici. Pareil, quand vous voyez des étrangers qui font n'importe quoi ici, qui montent sur les tolis. Plus récemment, on a vu qu'il y avait une forêt de bambou où il y avait des prénoms étrangers gravés dessus. Donc voilà, on se doute bien que c'est des touristes qui ont fait ça. Et ça tourne en boucle. Et ça, les Japonais, ils en parlent aussi sur les réseaux, que ce soit sur Twitter, sur Reddit. Et on voit qu'il y a une suspicion générale qui naît ici envers les touristes étrangers, envers les vlogueurs étrangers qui viennent filmer ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire le raccourci, malheureusement. Un étranger qui a une caméra qui filme, il va foutre la merde. Parce que tout ce qu'ils ont vu sur Internet, c'était des gens qui foutaient la merde. Et même s'ils se disent pas ça, il y en a beaucoup qui vont vous regarder un petit peu en mode est-ce que cette personne va faire une dinguerie ou pas? Maintenant, forcément, à force de voir des images comme ça, les gens, ils se méfient, quoi. Alors que là, encore, que ce soit des touristes ou des vlogueurs ou des streamers, comme on a pu voir, surtout les streamers qui ont beaucoup fait parler d'eux au Japon, on est d'accord que c'est quand même une grande minorité qui fait ce genre de choses, quoi, sur Internet. Et malheureusement, ça nuit à tous les créateurs qui sont ici. Donc en gros, là, moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que les réseaux sociaux, ça agit un petit peu comme une loupe qui déforme totalement la réalité. Et là, dans notre cas précis, ça peut donner l'impression qu'il y a une hostilité généralisée envers les étrangers au Japon, alors que c'est pas forcément le cas. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo récemment, alors c'est sur le YouTube anglophone de The Hitobito, je crois, s'appelle la chaîne, où justement il parle aussi du contenu qui a été fait sur le Japon et notamment du problème du surtourisme. Et donc moi aussi, j'aimerais bien vous en parler un petit peu dans cette vidéo, mais en français, parce que je pense que vous vous faites sûrement cette idée-là aussi, que le Japon souffre énormément du surtourisme en ce moment, que le Japon est saturé de touristes et que c'est plus du tout vivable pour les locaux. Mais écoutez, on va essayer de démêler un petit peu le vrai du faux de ça. Déjà, oui, c'est vrai que les chiffres ont explosé en termes de nombre de touristes. Avant Covid, en 2019, on avait atteint un record. On était presque à 32 millions de visiteurs étrangers et en 2024, quand les frontières ont réouvert, ça a explosé encore plus parce qu'on était autour des 36-37 millions de touristes, en sachant que le gouvernement prévoit 60 millions de touristes d'ici 2030. Donc c'est énorme. Ça va augmenter, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont venir visiter le Japon. Sur Internet, on se fait beaucoup cette idée de le Japon, il est envahi de touristes, les gens ils en peuvent plus, c'est impossible de marcher parce qu'il y a des gens qui prennent des photos de partout et tout. Alors oui, effectivement, il y a énormément de monde qui vient ici, mais il faut nuancer un petit peu. Est-ce que c'est tout le Japon qui souffre de surtourisme? Eh bien non, c'est un problème qui est très géographique. Ce sont toujours les mêmes endroits. À Tokyo par exemple, on a Shibuya, Asakusa, on a Shinjuku aussi. Vous voyez,
particulier ces gros quartiers-là qui forcément attirent énormément de monde. Et puis on retrouve aussi Kyoto qui souffre beaucoup de surtourisme parce que à cet endroit-là en particulier, les infrastructures n'ont pas été faites pour accueillir autant de monde. Vous avez aussi d'autres endroits plus récemment comme le mont Fuji. Mais moi c'est là que je trouve que les réseaux sociaux exagèrent beaucoup la chose. On montre toujours les mêmes endroits où il y a énormément de foule, alors que encore une fois c'est un problème qui est concentré géographiquement. Et vous savez quoi, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'on a tendance à dire que ce sont les visiteurs étrangers qui créent ce surtourisme-là, alors que, attendez, on a parlé d'une 30aine de millions de personnes qui viennent par an, mais est-ce que vous savez combien de Japonais sont touristes eux-mêmes dans leur propre pays par an? Eh bien, sachez qu'en 2019, les Japonais ont effectué 330 millions de déplacements touristiques dans leur propre pays, c'est énorme. Donc la majorité des touristes au Japon sont japonais. Et aussi, autre chose, quand on dit que le Japon est devenu invivable parce qu'il y a trop de monde et qu'il n'arrive pas à gérer ses flux touristiques, eh ben c'est pas vrai. Parce que le Japon, en termes de gestion touristique, c'est vraiment un modèle au niveau mondial. Ici, on a des infrastructures qui sont monstrueuses pour gérer justement tout ce monde-là. Quand je vous parle d'infrastructures, je parle de trains qui sont souvent à l'heure, qui sont propres, etc. Bon voilà, c'est un peu cliché, mais les trains, il y a les routes aussi. Vous avez des routes de partout pour vous déplacer. Vous avez des endroits où dormir, donc des hôtels, des Airbnb. Franchement, il y en a de partout. On retrouve aussi dans les endroits qui sont hyper touristiques des centres qui sont réservés aux touristes. Par exemple, à Asakusa, vous avez un bâtiment entier où vous pouvez aller chercher des informations sur le quartier ou même sur Tokyo. Vous avez des points d'information un petit peu de partout. Donc voilà, le Japon, il est vraiment préparé à recevoir beaucoup de monde. Il faut s'enlever cette idée de la tête que c'est un pays qui s'effondre à cause du nombre de touristes qui vient. C'est pas vrai. Ça veut pas non plus dire qu'il y a aucun problème par rapport au tourisme. On va plutôt dire que c'est certains quartiers dans certaines villes qui saturent à certains moments parce que certes c'est géographique, mais c'est aussi en fonction du moment dans l'année. Par exemple, quand vous avez plein de touristes qui viennent au moment des sakura ou au moment des momiji, forcément vous avez plus de monde à certains endroits, voilà. Mais donc en résumé, le surtourisme au Japon, c'est pas vraiment un mythe, mais il y a beaucoup d'exagération. C'est souvent surmédiatisé et mal compris. Quand vous prenez des villes comme Kyoto qui ont certains quartiers qui sont submergés et tout, là le surtourisme c'est un vrai problème. Mais à l'échelle du pays, parler d'un Japon qui est submergé de touristes, c'est excessif. Et d'ailleurs, si on compare le nombre de touristes par an qui viennent au Japon et en France, mais ça n'a rien à voir. La France, elle explose le Japon en termes de chiffres. On parle du double quand même. Du double, voire du triple, je crois. Et du coup, moi, là-dedans, c'est quoi ma façon de vous montrer le Japon? Si vous me suivez depuis un certain temps, voire même peut-être depuis le début, vous savez que j'aime bien sortir des sentiers battus. J'aime bien vous montrer des villes qu'on n'a pas l'habitude de voir spécialement sur YouTube. Je pense par exemple à Shimoda, à Otaru, à Okinawa. C'est des destinations qui sont ultra populaires chez les Japonais. Genre, c'est des destinations qui sont très touristiques, mais qui sont pas spécialement connues par les Français qui viennent ici en touriste. Et sans forcément sortir de là où j'habite, donc à Tokyo, je vous montre aussi des quartiers qui sont pas ultra touristiques non plus, genre que ce soit Kichijoji ou même plein d'autres quartiers en fait. Pour vous dire toute la vérité, moi j'évite les quartiers où il y a trop de monde. C'est pas parce que j'aime pas les touristes ou quoi que ce soit, c'est juste que je me sens pas super à l'aise pour filmer quand il y a beaucoup de personnes autour. Et surtout, j'aime bien vous montrer les endroits que moi j'aime réellement, les endroits où j'aime bien me balader. D'ailleurs, je vous ai même pas dit où on se trouvait actuellement. On se trouve dans un parc magnifique en plein centre de Tokyo qui s'appelle Koishikawa. C'est le jardin botanique. C'est très grand, il y a des arbres un petit peu différents de partout et c'est vraiment trop beau. Je vous conseille d'y faire un tour si jamais vous venez à Tokyo. Et vous voyez là, est-ce qu'on souffre vraiment du surtourisme ici? Non, je crois pas, alors que c'est un endroit qui est magnifique. Bon, après, comme je vous l'ai dit, il y a quand même toujours une réalité derrière les choses. Quand on dit les Japonais détestent les étrangers, les Japonais veulent plus qu'il y ait d'étrangers qui viennent ici, ça sort pas de nulle part non plus. Même dans les trucs les plus clichés, on trouve toujours un certain degré de vérité. Et donc là, j'aimerais bien vous parler des comportements qui agacent réellement les locaux. Il y a quand même des vrais problèmes, il y a des vraies choses qui se passent et qui agacent beaucoup les Japonais, les gens qui vivent ici. Et ça pose des vrais problèmes. Vous allez voir, j'ai cet exemple en tête, c'est le premier qui m'est venu quand j'ai réfléchi à cette problématique. Est-ce que vous connaissez la ville de Kamakura? Kamakura, c'est une ville qui est à peu près à 1h30 en voiture de Tokyo. C'est une ville côtière, paisible, trop belle. Il y a la presqu'île d'Enoshima là-bas, où les gens adorent aller se balader, manger des glaces, ils viennent en famille. Il y en a même qui viennent à la plage pour se baigner en été. C'est vraiment une ambiance de vacances paisible, on se sent bien là-bas. Et il y a énormément de touristes qui viennent aussi parce que c'est trop beau. Il y a plein de choses à voir, que ce soit
soit le Grand Bouddha, que ce soit les temples, vous en avez vraiment plein là-bas qui sont magnifiques. Forcément, ça attire beaucoup de monde. Mais ça attire aussi une autre sorte de population qui viennent pas forcément là-bas pour visiter la ville, mais parce qu'ils sont fans d'un animé en particulier qui s'appelle Slam Dunk. Dans le générique, vous avez une scène qui est très connue d'un passage à niveau qui se trouve à Kamakura. Et donc aujourd'hui, ce passage à niveau qui existe réellement souffre de surtourisme. Mais comment un endroit qui est aussi banal au Japon peut souffrir à ce point-là de surtourisme? En fait, il y a tout le monde, donc tous les fans de cet animé qui viennent à cet endroit-là en particulier pour faire la photo. Sauf que ce spot-là en particulier, il se trouve pas dans un endroit qui a été pensé justement pour gérer des milliers. Oh, il y a une menthe religieuse, elle est trop belle. Oh mon dieu, faut que je vous la montre. Oh, waouh! Attendez. Oh là là, elle est trop belle. Désolée pour cette petite aparté insecte. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore. Je sais plus où j'en étais. Le souci, c'est que c'est un endroit qui est totalement classique au Japon. C'est un petit quartier résidentiel comme on peut en trouver de partout. Et le fait que vous avez des centaines de personnes qui s'amassent à cet endroit-là, c'est devenu hyper dangereux en fait. Déjà parce qu'il y a un train qui passe et aussi parce que c'est entouré de routes. Donc entre les voitures, les trottoirs qui sont minuscules et le train qui passe, c'est ultra dangereux en fait. Vous avez eu d'autres soucis par rapport à cet endroit-là en particulier, genre dans la gare, ils ont dû fermer les toilettes parce que forcément tous les gens qui attendent, qui font la queue pour prendre la photo, ils ont envie de faire pipi. Donc ils utilisaient les toilettes de la gare. Ils ont fait d'autres trucs horribles aussi, les touristes. Ils ont fait pipi dans des bouteilles qu'ils ont abandonnées sur place. Donc voilà, vous imaginez que si vous avez votre maison à cet endroit-là et que vous retrouvez des bouteilles de pisse à côté de chez vous, c'est pas super agréable quoi. À cause de ça, ils ont dû mettre des trucs en place, genre ils ont dû embaucher des gardiens qui viennent surveiller que tout se passe bien, que les voitures puissent circuler, que les trains également puissent passer sans blesser personne, que les gens respectent un petit peu plus les habitants qui vivent autour, ne pas jeter des bouteilles de pisse par exemple. Ils envisagent même potentiellement de rendre l'endroit un petit peu moins photogénique, justement pour que les gens ils aient plus envie de venir ici tout simplement. Ça avait déjà été fait avec, vous savez, le Combini, avec le mont Fuji en arrière-plan. Ils ont dû mettre une barrière justement parce que c'était trop dangereux. En fait, c'était juste à côté d'une route qui était rapide et donc c'était trop dangereux pour les automobilistes et pour les piétons. Donc voilà, ça c'est vraiment le genre de comportement qui agace les gens ici parce que c'est pas des endroits qui de base ont été faits pour être touristiques, qui ont été pensés pour ça et ça pose des problèmes forcément. Donc ce genre d'histoire, ça montre bien deux choses. Déjà comment un lieu qui est normal à la base peut exploser à cause des réseaux sociaux, mais aussi comment les réactions locales à ces problèmes-là, elles peuvent être mal interprétées. Parce que quand les Japonais, ils ont décidé de mettre des choses en place justement pour éviter que les gens foutent le bordel dans ces endroits-là, eh bien vous imaginez bien que vous avez eu des gens qui ont dit c'est bon, les Japonais ils veulent plus accueillir les touristes, ils sont pas accueillants parce qu'ils vous interdisent tout simplement d'aller dans ce genre d'endroit. Alors qu'ils essaient juste de protéger les résidents, les gens qui vivent ici, mais aussi les touristes qui se mettent eux-mêmes en danger quoi. Et là je vais vous parler d'un autre problème qui est bien pire selon moi, c'est les touristes qui vont filmer des enfants et qui vont les exposer comme ça sur les réseaux sociaux. Souvent des écoliers japonais parce qu'ils sont trop mignons dans leur uniforme, avec leur petit sac à dos et tout, voilà, ils sont hyper mignons. Et il y a des gens, voilà, ça les dérange pas de filmer ces enfants-là et de les exposer comme ça sur les réseaux sociaux et je trouve ça fou. Et surtout ici, mais c'est hyper mal vu. Genre si vous avez quelqu'un qui filme un enfant qui n'est pas son enfant, les gens ils vont vraiment se poser des questions, ils vont même appeler la police, je pense. Parce qu'en fait c'est hyper suspect comme comportement de faire ça. Vous imaginez même en France, si vous avez quelqu'un qui arrive comme ça, qui pointe sa caméra ou même son téléphone sur les enfants, déjà c'est trop bizarre de faire ça et en plus les exposer après sur les réseaux sociaux parce que soi-disant c'est mignon, c'est très bizarre. Même moi, quand je vlog, j'essaie toujours de faire en sorte qu'on voit pas des enfants derrière moi. Je pense que vous le voyez là, mais l'arrière-plan, il est toujours assez flou et du coup, on peut pas reconnaître les visages normalement. Et ça va jamais être le sujet principal, quoi. Si c'est des gens qui passent derrière, c'est pas pareil que si vous pointez votre caméra sur quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Mais d'ailleurs, ça vaut pas que pour les enfants, ça vaut aussi pour les gens qui travaillent ici, les serveurs, les chauffeurs de taxi, les gens qui travaillent dans des magasins, etc. Si vous leur demandez pas leur avis, leur consentement avant, c'est hyper problématique en fait de faire ça. Et donc forcément avec tout ça, on va vers un encadrage plus strict de tout ce qui est photo et tournage vidéo ici au Japon quand on va dans des lieux publics. Petite anecdote, je me souviens, il y a quelques semaines, on est allé filmer dans un café trop beau, genre un café un petit peu vintage avec mon travail, donc c'est le compte Instagram Putty Japan, je crée du contenu pour eux. On avait très envie d'aller dans ce café-là en particulier parce qu'il est vraiment très beau, il y a une ambiance très particulière. Quand on est entré dans le magasin, je sais pas pourquoi, j'ai complètement zappé
zappé de demander l'autorisation de filmer et en fait je suis entrée en train de filmer avec mon téléphone. Et ça a été mal pris direct. La personne qui nous a accueillis nous a dit alors par contre interdiction de photographier et de filmer. Donc je lui ai redemandé une deuxième fois, je lui ai dit c'est vraiment totalement interdit et en fait elle m'a précisé qu'il fallait pas filmer ni le staff ni les clients, ce qui est totalement compréhensible et ce que je comptais pas faire de toute façon dans tous les cas. Mais voilà, il y a quand même de plus en plus de cafés, de restaurants ou ce genre d'endroits là qui sont un petit peu réticents à avoir des gens qui viennent filmer à l'intérieur, alors que en soi quand on crée du contenu pour ce genre d'endroit, ça peut leur faire venir beaucoup de clientèle, ça peut être une publicité gratuite quoi en fait pour eux. Mais voilà, il y a des endroits qui déjà ne souhaitent pas ça, ils souhaitent pas avoir de nouvelles clientèles et ils sont très bien avec les clients qu'ils ont déjà. Parfois vous avez un endroit qui va buzzer et donc ça va ramener énormément de monde. Ça peut être très bien vécu par les établissements comme ça peut être très mal vécu si jamais c'est mal géré. Donc bon voilà, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui refusent ça. Et puis sans forcément partir là-dessus, il y a l'aspect de vie privée tout simplement. Donc que ce soit les employés ou les clients, ils viennent ici soit pour travailler, soit pour manger. Ils n'ont pas forcément envie d'être l'arrière-plan du vlog ou du reel de quelqu'un. Donc je comprends totalement quand il y a des endroits qui veulent pas et c'est pour ça que c'est important de toujours demander à l'avance si c'est ok ou pas. D'ailleurs, j'ai une autre petite anecdote. Quand je filmais mon vlog à Okinawa, mon vlog habituel, à un moment donné, j'étais dans un restaurant et je me souviens que ce jour-là, je me sentais mal. Je crois que j'avais eu un coup de chaud et tout. Du coup, j'étais pas genre hyper affûtée dans ce que je faisais. Je sais pas si c'est le bon mot, mais j'étais pas ultra concentrée dans ce que je faisais. J'avais quand même posé ma caméra pour filmer à un moment donné où on mangeait avec Minnie pour montrer un petit peu la nourriture d'Okinawa. Et j'ai pas fait gaffe, mais derrière moi, il y avait un couple qui était un petit peu éméché, je pense. Ça a dû les énerver que je filme et qu'ils soient dans l'arrière-plan, ce que je peux comprendre, y a pas de souci. Mais voilà, la dame m'a fait un beau doigt d'honneur pour montrer son mécontentement et ça, je l'ai découvert que quand j'ai fait le montage. Forcément, je m'en étais pas rendu compte sur le coup, mais j'avoue que ça m'avait un petit peu choquée quand même. Je comprends que ça puisse être énervant quand quelqu'un vous filme sans votre consentement, mais il y a des manières de faire. Ils auraient juste pu me dire que ça les dérange. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez fait pareil ou est-ce que vous auriez dit à la personne que ça vous dérange? Je sais pas. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, quand on filme, ça peut aussi engendrer des situations gênantes et agaçantes pour les gens comme ça, même si on s'en rend pas forcément compte. Mais il y a d'autres endroits, comme par exemple les parcs, des lieux qui sont généralement plus ouverts à ça, qui commencent aussi petit à petit à interdire ou en tout cas à mettre des règles là-dessus. Par exemple, en mettant des panneaux Satsue Kinchi, ou sinon, il faut demander une autorisation spéciale. Et quand on demande cette autorisation, généralement, il faut également payer un certain montant. Récemment, je voulais trop vous tourner une vidéo dans un endroit qui s'appelle Jikans, je crois. Je pense que vous voyez ce que c'est les égouts immenses en cas d'inondation à Tokyo. C'est ultra intéressant et j'ai pu faire la visite d'ailleurs. Mais la visite, elle ne m'a pas du tout permis de prendre une vidéo parce que c'est très court déjà. Quand on est dans le lieu, ça prend à peu près 15 minutes peut-être. Et surtout, si on veut faire une vraie vidéo legit là-bas, il faut privatiser le lieu et payer super cher en fait. Donc comment vous dire que ce n'est pas encore dans mes moyens de petite youtubeuse de faire ce genre de vidéo malheureusement. Là je vous parle beaucoup du contenu court ou des vlogs, mais il y a aussi tout ce qui est plateforme de streaming. On en a parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais il y a beaucoup de streamers qui ont posé problème récemment au Japon et donc le gouvernement est en train de réfléchir à justement faire des lois qui interdiraient le stream dans certaines villes au Japon. C'est assez fou. Mais voilà, il faut pas oublier qu'il y a au contraire d'autres endroits dans le Japon qui accueillent les bras ouverts les créateurs de contenu, les vidéastes. Ils veulent que leur région, que leur ville soit mise en avant. Et donc vous avez beaucoup de villes comme ça qui sont un petit peu oubliées partout au Japon, qui adorent quand il y a des gens qui viennent filmer et qui viennent mettre en avant leur culture parce que justement il n'y a pas assez de monde qui vient là-bas et ils essayent d'attirer un maximum de gens possible. Et d'ailleurs c'est super dommage parce que généralement c'est des endroits qui sont trop beaux. On trouve des vrais joyaux du Japon là-bas. Et donc voilà, il y a des endroits où on a tendance à interdire parce que ça peut poser des problèmes et des endroits où c'est ultra bienvenu de filmer. Dans tous les cas, c'est hyper important quand vous voulez aller filmer dans un endroit, soit de vous renseigner à l'avance pour savoir si c'est interdit ou autorisé de filmer, soit quand vous arrivez sur place de demander l'autorisation des gens, savoir si c'est ok de les filmer ou pas. Voilà, je pense que c'est le plus important et c'est ce qui vous permettra de rester le plus respectueux possible en tout cas. Et du coup, moi, dans tout ça, comment je me sens aujourd'hui en tant que créatrice de contenu ici au Japon? Je vous avoue que par rapport à il y a un an, quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai un petit peu plus de stress quand même quand je sors à l'extérieur et quand je vais filmer. Au début, je me posais pas trop la question, mais maintenant, dès que je vais dans un endroit, déjà, comme je vous ai dit, je vérifie si c'est ok de filmer ou pas, ce que je faisais pas avant. Et surtout, j'analyse tout ce qu'il y a autour de moi pour être sûre de déranger personne. Après, je dis pas ça pour me plaindre ou quoi que ce soit, j'adore ce que je fais, j'adore mon métier, mais voilà, il y a un petit stress qui s'ajoute, surtout en ce moment parce que on ressent
quand même que les étrangers, surtout les étrangers avec une caméra qui filme comme ce que je suis en train de faire là maintenant, on est quand même un petit peu plus scruté que les gens lambda qui marchent pour se promener dans un parc quoi. Donc voilà, il y a toujours ce petit stress là, mais je le comprends et j'essaie justement de faire en sorte que tout se passe bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est important de le préciser. Là, je vous ai parlé du coup de quand moi ça s'est mal passé à certains moments quand j'ai filmé, mais la grande majorité du temps quand je filme, les gens, alors soit ils sont neutres, juste ils s'en foutent, ils passent et c'est tout quoi. Ils font leur vie, soit ils sont intéressés, ils viennent me parler, ils viennent me poser des questions et tout. Donc la majorité de mes interactions avec les gens ici quand je suis en train de filmer, elles sont positives, vraiment. Je pense qu'à partir du moment où vous montrez patte blanche, vous respectez les règles, vous filmez si c'est autorisé de filmer, vous scotchez pas votre caméra sur le visage d'un enfant et que vous respectez un petit peu la vie privée des gens qui sont à côté de vous, normalement ça se passe bien. Mais c'est vrai que moi je peux pas m'enlever de la tête que récemment il s'est passé beaucoup de choses avec des créateurs de contenu ici et qu'on va peut-être me regarder de la même manière avec méfiance forcément. Mais il y a un autre problème à ça, c'est les étrangers qui vivent ici, qui sont pas du tout créateurs de contenu et qui ont l'impression d'être mal vus, mal regardés, justement à cause de ce qui s'est passé en ligne, à cause des vidéos des étrangers qui se comportent mal ici au Japon, qui sont devenus virales. Ils ont l'impression un petit peu de pâtir de ça et ça, je trouve que c'est vachement problématique en fait. Mais vraiment, particulièrement en ce moment, là, ces dernières semaines, je vois beaucoup de threads et je vois beaucoup de gens qui vivent ici et qui se plaignent que l'ambiance générale a changé et qui se sentent un petit peu moins les bienvenus ici. Du coup, j'aimerais bien vous parler un petit peu de ça maintenant. Des changements politiques qu'il y a en ce moment au Japon et des changements avec l'immigration. D'ailleurs, je suis en plein stress parce que là, je suis en train de changer mon visa et j'ai peur, sincèrement, que ma demande, elle soit pas acceptée. Donc voilà, mon état mental actuellement avec ces histoires d'immigration, ça me stresse beaucoup. La politique d'immigration en ce moment au Japon, elle s'est beaucoup endurcie. Ça joue aussi dans l'ambiance du pays, dans comment les étrangers qui vivent ici se sentent. Et d'ailleurs, en parlant d'immigration et de renouvellement de visa, je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Actuellement, on payait entre 4 000 et 6 000 yens, plus récemment je crois, pour pouvoir renouveler un visa, donc c'est pas cher du tout. Sauf que avec les nouvelles politiques qui sont mises en place justement en ce moment, ils veulent s'aligner avec les tarifs des autres pays, donc le Canada, les États-Unis, certains pays d'Europe, et donc drastiquement augmenter le prix du renouvellement de visa. Donc on passerait à, c'est pas encore décidé, mais environ 30 000 yens, voire jusqu'à 100 000 yens pour une demande de visa permanent. C'est énorme par rapport à ce qu'on paye aujourd'hui. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et ça, forcément, ça joue dans la façon dont les immigrés se sentent ici. Quand on augmente le prix pour pouvoir rester sur le territoire, c'est un coût assez dur, quoi. Surtout quand on gagne pas bien sa vie, ça fait vraiment cher en vrai. Et c'est pas tout, il y a aussi certains visas qui vont connaître un durcissement dans leurs conditions. Je pense notamment au visa Business Manager. J'ai plusieurs amis là qui ont réussi à venir au Japon avec ce visa-là et je vous avoue que ça m'inquiète un petit peu parce que je me dis comment ils vont faire en fait quand ils vont devoir renouveler leur visa. Si les conditions elles se durcissent à ce point-là, ça passerait de 5 millions de yens à 30 millions de yens. Est-ce que vous imaginez comme c'est beaucoup plus cher? Donc voilà, ce genre de durcissement, ça arrive dans un climat politique où il y a plus en plus de partis qui sont ultra hostiles à l'immigration. C'est juste pas rassurant pour tous les immigrés qui vivent ici au Japon. Ça ne vise pas que certains étrangers, ça vise tout le monde en fait. Donc voilà, c'est chiant parce que nous on essaye de tout bien faire, de toujours rester dans les règles, on paye nos impôts, on cotise ici au Japon. Vraiment on essaye de tout faire à la perfection et pourtant on sait que voilà, nos droits seront toujours moins forts qu'un citoyen japonais et ça c'est frustrant. Est-ce que ça veut dire que les Japonais détestent les étrangers? Avec tout ça on pourrait se dire que oui, mais franchement je pense pas que ce soit aussi simple. Moi dans mon quotidien, dans la vie de tous les jours, les Japonais avec qui j'interagis, ils ont aucune hostilité, ils sont très sympathiques. Je vous l'ai dit, même quand je filme dans la rue, généralement, il y a aucun souci. Je pense que la majorité d'entre eux sont assez indifférents, même au contraire, plutôt accueillants avec les étrangers. La petite minorité qui se plaint des étrangers, on retrouve beaucoup sur Twitter, sur Internet, fait beaucoup parler. Et c'est surtout des gens qui sont agacés par certains comportements dont on a parlé avant, les comportements qu'on voit en boucle sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que le Japon est vraiment devenu hostile aux créateurs et hostile aux étrangers qui vivent ici? Je pense que la réponse est non et c'est plus compliqué que ça surtout. Donc certes, oui, il y a des altercations parfois entre des Japonais et des étrangers. Oui, et les Japonais, ils sont fatigués par certains comportements quand ça se passe dans leur quartier, qu'ils ont rien demandé, qu'ils se retrouvent avec des bouteilles de pisse dans leur jardin. Oui, ils en ont marre de certaines choses comme ça. Et nous, les créateurs de contenu, forcément, on
le ressent, on doit faire hyper gaffe de déranger personne quand on filme et tout parce qu'on n'a pas envie de se retrouver à la place des créateurs qui sont très problématiques. Voilà, le Japon accueille de plus en plus de personnes et forcément quand vous avez beaucoup de foule comme ça, il y a des problèmes qui arrivent aussi, c'est humain, c'est normal. Mais quand même, ça reste hyper bien géré ici au Japon, donc il faut pas trop s'inquiéter pour ça. Le Japon veut améliorer encore ses infrastructures parce qu'ils veulent qu'il y ait encore plus de touristes qui viennent, pas que sur la route dorée, donc Tokyo, Osaka, Kyoto, ils veulent qu'il y en ait qui aillent de partout. Donc le pays est en train de travailler dur là-dessus et forcément les créateurs de contenu comme nous, on est les bienvenus pour présenter ces nouvelles avancées, ces villes à aller visiter, etc. Donc voilà, je pense pas sincèrement que les Japonais soient devenus hostiles aux créateurs, même s'il y en a une toute petite minorité qui l'est. Mais voilà, tout ça pour dire que quand on dit que le Japon n'aime pas les étrangers, que les Japonais sont xénophobes, c'est vraiment exagéré. Il faut garder ça en tête. Et croyez-moi que si les Japonais détestaient tant que ça les étrangers en secret, ils voudraient pas qu'il y ait ces 60 millions de touristes qui viennent en 2030. Ils fermeraient les portes, ils l'ont déjà fait, ils savent comment on fait. Donc vraiment, faites-moi confiance. Les Japonais sont hyper accueillants ici. Moi, je vous le dis honnêtement, j'ai l'impression que là, on vit un petit peu une phase d'adaptation avec un Japon qui n'a jamais été habitué à avoir autant de touristes, qui a des nouvelles problématiques comme certains streamers qui foutent le bordel et des lieux qui sont pas touristiques qui le deviennent. Voilà, ils essayent de s'adapter à ces changements-là. Et nous aussi, les créateurs, aujourd'hui en 2025, il faut qu'on suive ce mouvement-là. On n'a pas le choix de toute façon. Mais voilà, tout ça pour dire que dans l'ensemble, même s'il y a des petites étincelles parfois par-ci par-là, la majorité du temps, ça va. Par contre, concernant la politique d'immigration, le durcissement des visas, etc., ça, c'est une affaire à suivre. On verra comment ça évolue dans les prochains mois. Moi, c'est la partie qui me fait un petit peu plus stresser, honnêtement. Mais concernant le fait d'être créatrice ici en 2025, franchement, ça va, je me fais pas trop de soucis. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de sujet vous intéresse, à mettre un petit like, un commentaire, à poser des questions si vous en avez. Je remercie encore une fois Evenko d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'en ce moment, il y a une offre exceptionnelle avec le Black Friday, donc vraiment profitez-en. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.